Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de cette nouvelle émission. Retour sur la feria, lancement de la saison touristique ou dynamisme du commerce en cœur de ville d'Alès, on fait le point de l'actualité avec Christophe Rivenc en plateau. Schneider Electric est un géant mondial. L'usine d'Alès, installée en 1972, est l'un des sites les plus attractifs et compétitifs du groupe. Florent Hainaut, directeur de l'usine Schneider Electric Alès, et François Tinès, responsable gestion industrielle et logistique, sont les invités de l'écho de l'écho. Lohan Durandé est champion de France de MMA G-Fight en catégorie U20. Originaire de Saint-Julien-les-Rosiers, le jeune combattant de 17 ans nous a accordé une interview dans la rubrique Talent d'ici. Elle fête ses 170 ans. La Bambouserie est un lieu unique en France, classé monument historique qui vaut le détour. On vous propose de la redécouvrir dans la saga Made in Seven. Enfin, on parle des festivals Passeurs de livres, des 10 ans d'In Circus et de la programmation de l'été avec Alexandre dans Agenda. Bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Laura. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon des dernières actualités et on va commencer tout naturellement par la feria puisque la feria d'Alès s'est terminée il y a quelques jours. Comment s'est passée cette feria 2026 ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Écoutez, elle s'est très très bien passée. C'est vrai qu'on était tous un peu inquiets eu égard à la situation que nous vivons au niveau national et international. On s'était dit, est-ce que les gens vont en profiter pour sortir entre le prix de l'essence, le pouvoir d'achat et puis cette guerre qui nous rend tous un peu inquiets. Mais pas du tout, il y a eu un monde très important. Je pense d'ailleurs que sur les premiers jours du mercredi et du jeudi, les comptes définitifs le montreront d'ici quelques semaines. Mais je pense qu'il y avait plus de monde que l'an dernier. En tout cas, la Pégoulade a eu un grand succès. Vous aussi. Ouais, moi, ayant passé 5 jours, quasi nuit et jour en ville pendant cette période-là, j'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu des gens heureux, prêts à faire la fête. Donc voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, je pense que du coup, comme je l'avais dit peut-être, ou sur un autre média, c'était attendu cette feria. Beaucoup d'animations et je veux vraiment là aussi dire nos spécificités sur cette feria, et notamment autour du cheval et du taureau et toutes les animations dans le Gardon notamment qui attirent des milliers et des milliers de personnes, de la Gardouninque au concours d'Abrivade et aux Ansiero, au taureau piscine, voilà, aux courses des As, au trophée des As, c'était plein, les arènes étaient, elles étaient comme on dit sold out, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus acheter un billet, même la corrida du samedi soir était quasiment... c'était la plus pleine que j'ai vue depuis plus de 30 ans sur Alès. Voilà, je pense que c'était un très bon cru, quelques modifications. Notamment la Pégoulade, j'avais souhaité avancer d'1 heure et c'était un grand succès aussi. Et là, je pense que ça sera maintenu l'année prochaine, cette heure pour la Pégoulade. Voilà, inauguration qui a un peu évolué, là aussi, pour faire la place au plus grand nombre, puisque tout le monde est bienvenu à l'inauguration, les défilés, les messes. Voilà, nos traditions. Et j'en profite d'ailleurs, avant que vous me posiez peut-être la question, puisque j'ai entendu sur cette feria aussi des rumeurs, semble-t-il, que j'envisageais l'annulation de la feria d'Alès. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ces bêtises. Je pense qu'on sort d'une campagne électorale où tout s'est dit tout et n'importe quoi, et notamment beaucoup de fake news. Bien sûr qu'il est hors de question de supprimer la feria. Je ne supprimerai pas la feria d'Alès. Au contraire, on va continuer à la faire vivre. Parce que c'est un moment économique, social très important, puis ça lance l'été. Et donc, voilà, et puis voir des gens qui font la fête, c'est quelque chose d'important pour moi. Et dernier petit point peut-être là aussi où je pense qu'on peut encore améliorer, mais il y a eu beaucoup de progrès cette année, c'est sur le son. J'avais mis comme objectif de limiter le son, notamment les boum-boum, comme on dit, vous savez, les basses, voilà. Voilà, donc j'ai mis la pression sur les bodegas, ça a été mieux que l'année d'avant. Tout le monde me l'a dit, pour le coup. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin parce que la fête ne doit pas perturber, elle doit permettre de faire la fête. Et quand on ne peut pas s'entendre de là à là, je ne vois pas l'intérêt d'aller voir un coup ensemble. Et je crois que les gens ne comprennent pas qu'en fait, voilà, il faut du bon sens dans toute chose et de la mesure. Et la mesure, c'est important aussi pour les familles. Puisqu'il y a des enfants, il faut aussi protéger leurs oreilles et leur santé auditive. Et voilà, donc on fera encore mieux là-dessus. Mais le reste, je suis hyper satisfait. Super. Alors, organiser des événements d'une telle envergure, ça pose souvent des questions sur la sécurité. Qu'en est-il de ce côté-là ? Grande satisfaction aussi au niveau sécurité. Quasiment pas d'incidents. Quand je dis pas quasiment pas, c'est quelques bagarres, mais très peu nombreuses, mais qui sont inhérentes à tout rassemblement de foule, et des choses qui ont été excessivement bien géré par les forces de l'ordre. Immédiatement, tac, tac, on intervient, on met fin à la petite rixe, pas de blessés importants sur ces rixes, qui étaient
très peu nombreuses. Il y a plus de 350 000 personnes qui viennent. Et quand vous avez même 3-4 bagarres sur une soirée impliquant une vingtaine de personnes, c'est extrêmement minoritaire. Mais l'idée, bien sûr, est de garantir la sécurité de toutes celles et ceux qui font la fête. Ça, c'est super bien placé. Et je rends vraiment hommage là aussi à nos policiers municipaux, aux policiers nationaux, accompagnés de leurs chiens pour les fermetures, parce qu'on sait bien que le danger, généralement, c'est au moment de la fermeture, quand les gens, parfois, malheureusement un peu avinés, n'ont pas envie de rentrer dormir, Oui. voilà, c'est là où ça se passe. Donc là, il y a des chiens qui viennent accompagner la fermeture, ça se passe bien, des drones qui sont intervenus cette année. Non, vraiment aucun problème majeur, peu aussi d'alcoolémie, contrairement à ce qu'on peut penser dans ce genre d'événement, puisque beaucoup de contrôles, c'est la police nationale, la gendarmerie qui font des contrôles, comme à la feria de Nîmes. Voilà, seul petit bémol, il ne faut pas l'oublier, mais vous voyez comme quoi ça passe au second plan, et je viens d'y penser, c'est le froid. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était la feria la plus froide depuis un grand nombre d'années, mais ça n'a pas empêché non plus de faire la fête. Bon, je ne vous cache pas que vers 1h, 1h30 du matin, dans certaines bodegas, c'était un peu frisqué, mais voilà, bon, l'année prochaine, ça risque d'être encore pire. Mais c'est pas sûr non plus, puisqu'elle sera un peu plus tôt, elle sera le 8 et 9 mai. Mais bon, de toute façon, c'est important. Et puis voilà, enfin, vive la feria, en tout cas, et la feria continuera, qu'on se le dise, qu'on se le répète. Et pour aider les associations et les structures, bars, restaurants, qui ont besoin de cette période festive aussi pour amorcer leur année. Oui, c'est vrai. Et excusez-moi de rajouter quelque chose. J'ai aussi reçu le maire de Nîmes, le nouveau maire de Nîmes, qui d'ailleurs est venu voir la feria d'Alès, j'en suis très heureux, et qui m'a dit qu'il était assez impressionné par le nombre d'associations présentes sur les bodegas, ce qui n'est pas le cas non plus sur des villes comme Nîmes. Donc comme quoi on a un tissu associatif sur Alès très, très, très important. Il faut s'en féliciter, il faut aussi le protéger. C'est en tout cas ce à quoi je travaillerai inlassablement les prochaines années, les prochains mois. Et alors la boutique Feria rue Saint-Vincent, qui vendait tous les objets dédiés à la Feria d'Alès, a changé récemment. Il se trouve que maintenant c'est la boutique officielle de la ville d'Alès. Ça annonce un peu le lancement de la saison aussi touristique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boutique ? Alors, vous l'avez dit, je reviens un peu sur la boutique Feria puisque c'est la transition aussi, et je vous remercie de me parler de cette boutique. J'avais souhaité, c'est une des idées que j'ai mis en place ces dernières semaines, la création de cette boutique Feria. C'est 8000 personnes qui y sont passées, Oui. Qui ont acheté quelques souvenirs. L'objectif, c'est pas de faire du business en l'occurrence, c'est de permettre aux gens de venir en ville, de se renseigner sur les festivités. Jamais autant de programmes n'ont été distribués, du coup. Donc, du coup, si jamais autant de monde, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ça? J'en sais rien. Des affiches à tirer. Grand succès pour l'affiche. D'ailleurs, vous pourriez peut-être la mettre dans votre studio. Grand succès pour l'affiche, puisque j'ai appris hier que certains qui allaient venir en vacances à Alès ont téléphoné à l'office de tourisme pour savoir si on peut leur mettre de côté des affiches pour quand ils viendraient en vacances à Alès. Elle a eu un grand succès. Je ne sais plus combien de milliers d'affiches demandées ou achetées sur la boutique, des partenariats avec les boutiques, et j'y tiens beaucoup, puisqu'il est hors de question de vendre des produits en concurrence avec les commerces voisins. Par contre, il est question aussi de pouvoir renvoyer sur des commerces voisins lorsqu'ils portent des produits en lien avec les festivités, par exemple la feria. Donc là, il y a eu des t-shirts, 2 boutiques d'Alès qui ont fait leurs propres t-shirts. Donc voilà, c'était super cool. Et puis voilà, on trouve des mugs très très beaux, des bobs, des choses, enfin voilà. Et puis surtout de l'information, ces boutiques d'information. Donc ça, pendant faire 8000 personnes, comme c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Surtout que ça s'est mis un peu en place rapidement. D'autant que si j'ai souhaité la faire à cet endroit-là, c'est que c'est l'endroit le plus passant de la ville d'Alès, et que vous savez, c'est un des principes même du commerce, il faut être là où le flux est, et Bien ça sûr. permet de faire rentrer. Après, il faut intéresser les gens, et ça a intéressé. Donc, elle s'est transformée. Exactement. Le lendemain de la feria, donc nous avons ouvert de la boutique, c'est une boutique officielle de la ville d'Alès, c'est pour éviter de penser que c'est un commerce comme un autre. C'est une boutique d'information qui est tenue du coup par les agents d'accueil de l'office de tourisme. On y a déplacé le bureau d'information touristique qui était auparavant à l'ancien théâtre d'Alès, à l'office de tourisme, qui reste office de tourisme pour les bureaux, mais le bureau d'information touristique est déplacé. Donc les agents y sont, et nous sommes au plus près du flux des personnes, et là on va y trouver aussi des informations sur les festivités d'été, sur les festivals, il y a des produits à vendre, là aussi toujours pareil, des mugs, des casquettes, des choses qui vont faire la promotion du territoire de la ville d'Alès, de l'agglomération d'Alès et de la ville d'Alès, parce que c'est une ville touristique qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, qu'il faut faire aimer déjà à ses habitants. Et vous savez, je l'ai dit peut-être à mon discours d'investiture suite aux élections municipales, l'un des
l'une des missions que je me donne sur ce mandat, parmi plein d'autres, c'est aussi permettre de redorer dans l'image de certains Alésiens et d'habitants d'autres communes alentours, l'image de cette belle ville d'Alès, qui est une ville magnifique, avec beaucoup d'atouts, beaucoup de talents, beaucoup de commerçants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes talents, que ce soit dans les arts, dans la culture, dans le sport. Et il faut redorer cette image. Vous savez, je crois que c'est une des objectifs du marketing, de la communication, c'est de dire tout ce qui va bien. Et quand je regarde tout ce qui va bien sur ce territoire, il y a beaucoup de choses qui vont bien, notamment quand on se compare. J'aime dire cela, mais c'est une réalité. Quand on se compare, on se rassure, comme dit le proverbe. Moi, je dis, quand on se compare à d'autres villes équivalentes du sud de la France, on a plein de choses qui vont bien. Donc, que diable, portons collectivement un message positif sur notre ville d'Alès. C'est pas avoir un message positif sur le maire, c'est pas ce que je demande, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est défendre la ville et ses habitants. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent y habiter, qui vont venir y investir, et des gens qui vont venir en tourisme. Donc c'est ça, et ça c'est le discours que je tiendrai. Vous allez m'entendre le répéter, vous m'avez déjà entendu le répéter, oui. Et inlassablement je vais le répéter, parce qu'il y a des choses positives à dire, et que quand on se compare là aussi, y compris sur le commerce de cœur de ville, donc pour être fier de cette ville d'Alès, que j'aime, que nous aimons, parce que j'aime les Alésiennes, les Alésiens, je ne sais pas combien de fois il faudrait que je le redise, et que je suis là pour aider ce territoire à aller toujours mieux. Alors, vous parliez de l'été, ça y est, la saison touristique a officiellement été lancée, et le prochain grand temps fort de la programmation alésienne, c'est Estivales, qui est le grand festival de l'été. Qu'est-ce qu'on peut en attendre cette année ? Estivales, on peut attendre là aussi une poursuite dans tout ce qui est spectacle de qualité gratuit pour tous et partout. Je crois que c'est une des politiques publiques que nous avons mis en place depuis le plus de temps, c'est plus de 30 ans. Politique de gratuité, c'est Max Rostand qui l'avait mis en place dès 1996, parce qu'en 95 on a été élu, il a été élu le 18 juin, donc c'était un peu court pour mettre en place une saison estivale, mais depuis, voilà, c'est des concerts au Bosquet, c'est du Festival du Rire, c'est les Fous Chantants, c'est Cratère Surface, en partenariat avec le Cratère Théâtre, avec des associations comme les Fous Chantants, mais c'est aussi en dehors d'Alès, des festivals à Saint-Jean-du-Pin, à Anduze, à Aujac, enfin si je commence à les citer tous, on peut bien sûr retrouver ça sur les excellents sites internet de l'agglomération, alès.fr. Voilà, c'est beaucoup de spectacles, aux arènes aussi, c'est des spectacles taurins, c'est Alès Plage qui va rouvrir avec les baignades en cœur de ville, c'était pas gagné non plus de pouvoir le maintenir. Oui, c'est la volonté qui est la mienne aujourd'hui de poursuivre dans ces fêtes populaires, accessibles à tous, principalement gratuites, ou quasi exclusivement gratuites, oui. Et qualitatives. Parce que c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit faire de la mauvaise qualité, voilà, avec quelques quand même têtes d'affiche également que vous découvrirez sur le programme au Bosquet, là aussi gratuit, puisque cette année il n'y aura pas de concert payant, puisque effectivement le problème des calendriers, d'occupation des arènes, tout ça c'était un peu compliqué, mais il y aura des beaux concerts gratuits aux arènes. Donc voilà, ça sera aussi des moments de repos, j'espère, de prise en compte un peu des difficultés dans lesquelles nous vivons toutes et tous, et notamment les plus faibles d'entre nous. C'est aussi l'accueil des touristes, nombreux. Hein, je répète ce chiffre, sur le territoire de l'agglomération d'Alès, on double la population au mois de juillet et août. On passe de 150 à 300 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a 150 000 touristes qui régulièrement séjournent. C'est plus de 4 millions de nuitées sur le territoire de l'agglomération d'Alès. C'est assez énorme. C'est aussi des gens qui viennent passer la journée. Et c'est des gens qui aiment découvrir notre ville et qui en disent beaucoup de bien. Et moi, j'engage tous nos téléspectateurs à passer à la boutique, même s'ils habitent sur le territoire, et parler avec les agents de l'office de tourisme pour voir ce que les touristes disent de nous. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être aussi, motivant pour les Alésiens d'entendre ce que disent de nous les touristes. Notamment, j'ai eu des remarques magnifiques sur notre cathédrale, sur son pourtour, sur la Grande Rue Jean Moulin, sur les halles de l'abbaye, sur le cœur de ville, sur le patrimoine qu'on sous-estime parfois, sur le Fort Vauban, sur le Gardon. Et les gens nous disent quelle chance. Et puis les randonnées vélo, puis les marches dans les Cévennes. Et puis on a un territoire merveilleux qu'il faut vendre parce que c'est une économie touristique importante aussi qui fait vivre un certain nombre des établissements, des hôtels, des gîtes, mais aussi des restaurants qui sont en souffrance et qu'il faut aider.
Alors, on parlait tout à l'heure de la boutique Feria qui s'est transformée en boutique officielle de la ville. Je voulais revenir aussi sur l'ouverture fin avril du magasin franchisé Cultura qui a ouvert au Mas d'Ours. C'est vrai que ça a un petit peu fait parler par rapport au commerce du cœur de ville qui est un petit peu en souffrance. L'an dernier, on s'était vu lors d'une déambulation au centre-ville et on avait parlé notamment de peut-être la reprise des ateliers du cœur de ville pour redynamiser le commerce. Où est-ce qu'en est ce projet et qu'est-ce qu'on peut attendre des futurs ateliers qui devraient voir le jour ? Oui, c'est une excellente question. Alors, d'une part, effectivement, l'ouverture de Cultura, donc je rappelle, et c'est pas pour botter en touche, c'est une ouverture qui est faite par des privés qui investissent dans le privé, dans des locaux existants, sans autorisation spécifique ou non autorisation de la mairie. Donc voilà, quelque part que des franchises comme Cultura s'intéressent à Alès, c'est aussi bon signe. Ça veut dire qu'il y a une économie sur Alès qui intéresse. C'est une boutique, puisque j'ai rencontré bien sûr les libraires du cœur de ville que je défends, hein, mais sur ce rang, c'est en grande difficulté malheureusement, mais notre libraire Alès BD, Alès Librairie, qui sont des magnifiques boutiques en plein cœur de ville à côté des Halles de l'Abbaye, il n'y a aucune concurrence entre ces structures, c'est très complémentaire. Et donc moi, quand un commerce fait le choix de s'implanter en ville, dans la mesure où je le dis aussi, je le redis, il n'y aura pas d'ouverture de nouveaux commerces ou de CDAC supplémentaires sur la rocade, parce qu'il y en a assez et parce que voilà, il y a les commerces existants, il n'y en aura pas plus. Je m'y suis engagé, on a un moratoire sur ce qu'on appelle les CDAC, les autorisations commerciales, donc ça suffit, il y a ce qu'il faut. Et parallèlement, il faut travailler sur l'équilibre commercial. Si on ne veut pas d'évasion commerciale, il faut qu'on l'entende aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'à la fois les commerces de cœur de ville ou des quartiers, qu'il ne faut pas oublier, à Clavière, il y a des commerces, à Tamaris, de moins en moins malheureusement, mais moi je suis pour défendre aussi les commerces de proximité et le commerce de cœur de ville et le commerce de périphérie doivent être complémentaires. Et je crois que la force sur une ville comme Alès, c'est qu'il y a cette complémentarité qui existe. Et donc j'avais lancé, c'était au mois de juin dernier, hein, donc il y a un peu plus d'1 an, les ateliers du cœur de ville, qui n'étaient autres que les nouveaux états généraux du cœur de ville, qui avaient pour vocation, quasiment 8 ans après, et la crise Covid, d'essayer de rediscuter sur l'avenir du cœur de ville, auquel je tiens particulièrement. Et donc, du coup, je les avais stoppés parce qu'il y a une campagne municipale et que je ne voulais pas qu'on me reproche quoi que ce soit en la matière. Mais malheureusement, vous voyez comme quoi les campagnes, c'est bien, mais parfois, souvent on dit n'importe quoi et parfois on bloque le développement des villes et on va rentrer en présidentielle, ça va être encore pire. Et donc, du coup, je vais relancer ces ateliers. Mais pour relancer ces ateliers, j'ai réuni, ça me permet de le dire aussi, il y a maintenant quelques jours, 2-3 semaines, tous les commerçants volontaires pour une réunion de travail. On a travaillé jusqu'à 22h30 à l'Atome avec tous les commerçants volontaires du cœur de ville. Il y en avait plus d'une 50aine pour essayer de partager ensemble cette vision de l'avenir du territoire et du cœur de ville. À savoir, est-ce que oui ou non, ensemble, nous voulons essayer de créer un nouveau souffle pour ce cœur de ville et comment faire et comment s'organiser pour le faire. La bonne nouvelle, c'est que les commerçants présents, nombreux, ont porté un discours positif et favorable. Enfin, je dirais presque, on n'est pas venu sur les problématiques qu'on met sur la table depuis des années et qui ne font pas avancer vraiment les choses, parce que c'est pas comme ça, c'est pas en regardant uniquement ce qui va pas, qu'on s'en sort, c'est en regardant ce qui va et comment valoriser ce qui va. Et en essayant aussi de regarder un peu comment vivent les gens. Parce que parler du commerce, c'est parler de nos modes de consommation, c'est parler à chacun d'entre nous et nous dire, mais qu'est-ce que tu fais toi pour ton cœur de ville ? Est-ce que c'est bien joli, et je le dis souvent, parfois en m'énervant un petit peu, parce que ça peut m'énerver aussi, quand on me dit, oui, mais le cœur de ville, c'est désertifie, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, même s'il y a des boutiques qui ferment, mais ça ne désertifie pas, on a moins de vacances, de taux de vacances de boutiques que dans beaucoup de villes équivalentes, on est au-dessous de la moyenne régionale, je le dis, c'est pas pour ça que c'est merveilleux, mais on est au-dessous de la moyenne régionale, mais après les boutiques, pourquoi elles ferment ? Eh bien parce que ça manque de clients. Et pourquoi ça manque de clients ? Parce qu'on achète différemment. Donc c'est à nous, vous savez, c'est comme la drogue ça. On me parle des points de deal, je dis, écoute, s'il y avait moins de gens qui se droguaient, il y aurait moins de points de deal. Si on veut plus de commerce, il faut plus acheter dans les commerces et moins sur Internet. Et donc après, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, mais on ne trouve pas tout. Oui, mais dans ce cas-là, on va voir son commerçant et on discute, on met des politiques commerciales, des politiques d'animation. C'est bizarre. Quand on fait des choses comme la feria sur Alès ou des animations estivales ou le lancement, par exemple, des festivités de Noël, il y a un monde fou qui vient en ville. On peut se garer facilement. Le parking, je le redis, est moins cher qu'ailleurs. Il y a toujours des places disponibles et le cœur de ville est très accessible. Donc arrêtons avec les messages négatifs parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Si on explique matin, midi et soir aux gens, de toute façon on vient pas à l'Est, les boutiques sont fermées, on peut pas se garer et les tarifs sont chers, vous allez aller à l'Est faire vos courses ou ? C'est sûr. Eh bien non, vous allez sur Internet, vous allez à Nîmes ou Montpellier. Or c'est faux.
les commerces, les parkings ne sont pas chers, moins chers qu'ailleurs. Parce que je vais commencer à faire du comparatif aussi, hein, parce qu'on m'a proposé d'ailleurs de faire des panneaux comparatifs. À Nîmes, à Montpellier, à Sète, à Arles, à Avignon, voilà combien vous payez dans les parkings. Et à Alès, on est moins cher. J'ai regardé pour vous le dire. Hein. Donc ça, d'une part, il y a des places en nombre, 4650 places disponibles en cœur de ville. Voilà. Donc on peut se garer, portons ce message collectivement. On a des commerces merveilleux, des commerçants engagés, des commerçants qui se maintiennent malgré la crise, même si on va avoir encore des commerces qui ferment. C'est la vie économique. Il y aura des commerces qui s'ouvrent, 6 ou 7 boutiques qui vont ouvrir dans les prochains jours. On en a inauguré 3 ces 15 derniers jours. Donc moi, je crois à l'avenir des cœurs de ville parce que je crois qu'on va tous comprendre un jour qu'il faut qu'on change de mode de consommation et que chacun des citoyens français et surtout alésiens, permettez-moi de parler aux alésiens, vont comprendre que l'avenir d'un cœur de ville passe aussi par une implication personnelle. Et donc si on va plus en ville, si on va boire un coup dans les cafés, si on va de temps en temps manger au restaurant quand nos finances nous le permettent ou acheter dans les boutiques, ben ça survivra. Et si on continue d'aller sur Internet ou d'aller... ça mourra. Et ça, il faut l'entendre. Et le maire que je suis, c'est pas pour botter en touche, mais à lui seul, il peut pas sauver tout le commerce d'Alès, même si personnellement, je commerce principalement lorsque c'est possible, bien sûr, dans les commerces d'Alès. Et je crois qu'on devrait avoir un engagement citoyen alésien, c'est cette consommation dans les commerces. Mais on peut venir en ville, ayant un message positif, on a des beaux commerces. L'accueil dans un commerce entre Internet et... j'achèterai jamais, moi personnellement, alors j'ai 60 ans, c'est vrai qu'effectivement on a peut-être passé l'âge, mais je n'achèterai jamais une veste sur Internet. Il faut que je la touche, il faut que je regarde le tissu, il faut que... Voilà, donc j'ai besoin de ce conseil. Et puis c'est vrai que le commerçant est là pour vous aider, pour faire une petite retouche, pour ci, pour mi. Voilà, donc... Il faut prendre ça. Et puis après, il y a le problème de l'argent et du pouvoir d'achat. C'est un vrai sujet qui dépend, là aussi, pas du maire. Ça va dépendre. On a des élections présidentielles. Alors, c'est rare, de ma part, de faire de la politique, puisque je m'occupe d'Alès et pas de politique, mais il va y avoir un enjeu national. Je m'en exprimerai dans d'autres lieux, je pense, là-dessus. Mais cet enjeu va être aussi sur l'avenir de la France, tout simplement, et notamment à travers le pouvoir d'achat, à travers des grands sujets de société comme la santé, la sécurité, l'emploi, tout ce qui intéresse les Français. Il va falloir que notre engagement citoyen, là aussi, sera important peut-être pour préparer l'avenir et l'avenir des territoires. J'entends dire, excusez-moi, je suis long, mais tellement de choses à dire, j'entends dire d'ailleurs que certains candidats qui veulent remettre en cause, là aussi, les financements des collectivités, notamment. On me trouvera dans ce débat. Alors, mon petit niveau, hein, je ne me présente pas au présidentiel, je vous rassure, mais j'aurai des mots à dire avec mes collègues pour essayer, là aussi, de trouver des solutions pour protéger ces territoires, parce que là, à l'avenir de nos commerces, si on tue les territoires... Oui, mais ça serait bien d'ailleurs, peut-être un jour, si vous voulez bien m'inviter pour reparler de cet avenir-là, en parlant des territoires, comment les territoires peuvent être la solution à l'avenir de la France et pas le problème. Et les territoires, c'est les communes, les intercos, les régions et les départements. Oui, bien sûr. Ça peut être un sujet, à mon avis, hyper intéressant, qui intéresse notamment pour expliquer, là aussi, comme je le fais sur votre plateau, sur l'eau, sur les poubelles, sur tous les grands enjeux qui nous dépendent de nous et qui, pour autant, impactent le quotidien. Je digressais un peu, chère Laura, mais c'est vrai qu'on ne soit peut-être pas suffisamment pour discuter de tous ces sujets. Vous parliez donc là de l'eau et des déchets, du traitement des déchets. J'en profite. Dans les dernières actualités, il y a aussi eu le vote du budget de l'agglomération. Ça a permis de dégager aussi les grands projets pour l'agglomération. Est-ce que vous pouvez nous en reparler là sur l'eau, les déchets? Il y a aussi quelque chose d'important par rapport à l'université sur Alès Aglo. Est-ce qu'on peut en discuter? Ah oui, c'est essentiel, bien sûr. Alors d'une part, permettez-moi de me féliciter pour une fois, de nous féliciter collectivement, pas moi personnellement, d'avoir pu faire voter un budget à l'unanimité, c'est-à-dire sans aucune abstention. Tous les élus communautaires, quelle que soit leur tendance politique, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit la commune où ils sont, ont voté le budget, pourtant un budget délicat, difficile, que nous avons co-construit avec une majorité d'élus aujourd'hui dans des réunions de travail fort nombreuses et qui nous occupent. Et je voudrais remercier tous les élus communautaires qui passent un temps important à l'agglomération. Nous sommes la seule, vous m'entendez, c'est pas moi qui le dis, c'est la représentante d'une structure qui s'appelle Consultant Finance. Nous sommes la seule agglomération de France de plus de 100 000 habitants où ça s'est passé ainsi, la seule. C'est aussi faire la preuve qu'ici, peut-être, nous avons un mode de gouvernance et de travail ensemble qui est un peu différent des autres et qui fait qu'ici, on sait se dépasser ses convictions personnelles, politiques, pour l'intérêt du territoire. Donc, nous avons un budget à l'unanimité avec des décisions fortes que j'assume, que nous assumons collectivement, mais qu'en tant que président, j'assume. C'est le problème, par exemple, de la TOM qui va augmenter d'1,25 point,
qui a pour objectif de financer la gestion de nos ordures ménagères. J'en ai souvent parlé sur votre plateau, Laura. Oui. Je crois je ne sais pas comment l'exprimer plus que je ne le fais. C'est un enjeu majeur des prochaines années. Le coût de traitement, de ramassage des ordures ménagères est exponentiel, va augmenter dans des conditions considérables du fait de décisions qui n'incombent pas au maire d'Alès, au président d'Aglo que je suis, mais à des décisions exogènes, comme on dit, nationales, internationales. Donc ça veut dire qu'on va de plus en plus devoir payer. Surtout si nous continuons à très mal trier. Vous avez vu, j'ai lancé une grande campagne de communication sur les panneaux de 4x3. Oui. Ça fait trier, pour pas dire ça fait chier, excusez-moi pour le terme, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Dépenser 30 millions d'euros chaque année pour gérer nos poubelles. Mais du coup, cet argent, c'est l'usager que nous sommes qui le payons. Oui. Donc c'est dans la tome. Donc plus nous dépensons, plus nous paierons. C'est comme ça. C'est pareil sur l'eau aussi, qui paye l'eau. Alors j'entends dire les factures de l'eau et tout, mais sur Alès, agglomération, on a une régie, donc l'eau n'y est pas chère au regard de ce qu'elle nous coûte, puisque la loi fait que l'eau doit payer l'eau. Donc on paye en fonction du coût de l'eau, des normes, des contrôles qui sont faits, des tuyaux qu'on remplace, des stations d'épuration qu'on refait. C'est 200 millions d'euros qu'il nous faut investir, pas par choix du président, par réglementation, là aussi, nationale, internationale. Pour la qualité de l'eau, préserver la ressource, tout ça, c'est vachement important, mais on paye. Et donc, il y a les 72 000 abonnés de l'agglomération qui doivent payer le coût réel de l'assainissement. Il n'y a pas de bénéfice. Je le redis aussi à celles et ceux qui nous regardent, il faut bien qu'on comprenne, contrairement à une société privée qui gère certains sujets, souvent très bien d'ailleurs, je ne critique pas les sociétés privées, nous, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de voilà. L'argent qui est payé par les usagers sert à l'eau et l'assainissement exclusivement. Et donc, même si on a l'eau qui n'est pas super chère, qui est légèrement au-dessus dans son coût moyen de la moyenne nationale, voilà, c'est toujours trop cher quand on paye l'eau. Mais là, contrairement aux poubelles, moins on veut payer d'eau, moins on consomme. C'est-à-dire que si on est plus raisonnable sur son robinet, on le ferme plus rapidement, on paiera moins d'eau à la fin, donc on paiera moins cher. Mais il faut savoir que nous, il nous faut rentrer un certain nombre de ressources pour payer tout ce que coûte l'eau, la distribution, le pompage, le traitement. Voilà, tout ça, c'est très cher. Il faut que nos concitoyens comprennent qu'on ne paye que ce qu'on utilise dans l'eau et les déchets. C'est pas le maire ou le président qui décide. Si, c'est moi qui décide, et c'est l'Aglo qui vote, mais en fonction du coût que nous, chacun des concitoyens usagers du territoire, dépensons ou usons pendant l'année. Et très rapidement pour terminer, parce que je vois le temps c'est qui beaucoup passe, de sujets, oui. Je voulais qu'on discute du cursus universitaire sur Alès Agglomération. Alors ça, c'est une nouveauté. Ah ouais, et puis c'est une grande fierté, c'est beaucoup d'années de travail. J'étais il y a quelques jours avec la rectrice sur l'enseignement supérieur qui est venue à Alès, qui s'intéresse beaucoup d'ailleurs à notre modèle là aussi de travail en commun sur le post-bac. Vous savez, je l'ai dit aussi peut-être sur ce plateau ou ailleurs, il n'y a pas assez de jeunes bacheliers qui poursuivent après le bac, et pour moi c'est un vrai problème, et je veux travailler là aussi sur ce mandat à leur permettre de pouvoir au maximum d'entre eux de faire des études post-bac supérieures. C'est très important, et diplôme. Et si des jeunes nous regardent, je veux leur dire, allez le plus loin possible, quelle que soit votre formation, c'est pas grave. Peut-être que votre métier changera 2-3 fois, mais enfin, ayez une formation. Donc du coup, j'ai enfin obtenu qu'à compter de la rentrée de septembre prochain, donc il y ait la création d'une première année universitaire, un PASSEO, ça s'appelle, un PAREO, PASSEO c'est à Feria. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, non, c'est pas un PAREO, donc c'est une première année universitaire, donc ça a été ouvert dans le cadre de Parcoursup, donc voilà, il y a, m'a-t-on dit hier, beaucoup de candidatures. Super. Et donc c'est la première année, elle sera installée au Myriapol avec nos licences professionnelles, parce que oui, l'agglomération est un institut de formation aussi, parce que pour compenser ce qui n'est pas fait ailleurs. Et donc cette université va se développer encore dans les années, mais vous savez, c'est d'année en année, la première année, puis la deuxième année, et j'espère que, allez, on va dire que d'ici 5-6 ans, on sera à peu près aux 200-250 places qui seront nécessaires aujourd'hui pour faire en sorte que 70% des jeunes Alésiens puissent poursuivre après le bac des études dans des domaines qu'ils auront choisis, et surtout qui leur permettront de préparer leur vie du mieux possible, c'est-à-dire se former le mieux possible jeunes. Et c'est pour moi, c'était une grande ambition, ça n'a pas été simple, c'est 20 ans de travail, puisqu'on nous a beaucoup refusé la création d'universités. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. J'ai obtenu d'être classé ville d'équilibre universitaire il y a 2 ans, et ce qui m'a permis d'obtenir avec l'université de Nîmes, que je remercie, cette ouverture en septembre 2026. C'est une grande nouvelle pour le territoire. Oui, c'est une grande nouvelle qui devrait intéresser beaucoup de personnes. Merci beaucoup Christophe Rivenc. Merci beaucoup Laura, à bientôt. Alors on parlait de la Feria d'Alès à l'instant, revivez tous les temps forts de cette édition 2026 en vidéo.
La feria est terminée. Du 13 au 17 mai, la 35e feria de l'Ascension a rythmé le cœur de ville d'Alès. Le coup d'envoi, donné le mercredi à l'occasion de la soirée d'ouverture, a lancé comme il se doit ses 5 jours de fête. Les Alésiens et touristes de passage ont profité de la traditionnelle pégoulade avant d'assister au concert du DJ Morgan Nagoya et au feu d'artifice. Tout au long du week-end, les bodegas et les animations comme le concours de serveurs de paella ou le paquito ont attiré un public très large et surtout familial. Mais qui dit feria dit aussi tradition, taureaux et chevaux. Comme chaque année, la messe provençale a rassemblé de nombreux visiteurs malgré son déménagement à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste en raison de la météo. Les Berges et le Lit du Gardon ont accueilli bon nombre d'événements mettant en lumière le savoir-faire des manades, course des gardiens, course gardoninque, allez, on applaudit Mathilde. Allez, Mathilde. ou encore lâcher d'Anouble ont attiré des milliers de spectateurs. De même pour le traditionnel concours d'abrivade, un rendez-vous incontournable de la feria. Les arènes du Temperas ont aussi connu un week-end intense. Au-delà du programme taurin, où Novillada et Corrida se sont succédés, elles ont aussi accueilli la course camarguaise et la soirée des gardiens, une compétition plus qu'impressionnante. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle feria festive et familiale. Schneider Electric est l'une des plus grandes usines industrielles du bassin alésien. Elle produit chaque année des millions de composants électriques pour le groupe à l'échelle internationale. Florent Hainaut, directeur du site Schneider Electric Alès, et François Tinès, responsable gestion industrielle et logistique, sont en plateau dans l'écho de l'écho. Bonjour Florent, bonjour François. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette rubrique L'écho de l'écho. L'usine Schneider Electric Alès a ouvert ses portes en 1972 et c'est un site aujourd'hui qui rassemble à peu près 300 salariés et qui fabrique des disjoncteurs, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Schneider a démarré en 72. Depuis, la fonction, c'est de fabriquer des disjoncteurs et uniquement des disjoncteurs, différentes gammes, et des sous-ensembles qui vont à l'intérieur des disjoncteurs. D'accord. Et après, à quelle destination ? Qui sont vos clients ? Où est-ce que vous envoyez ? Et est-ce que, par exemple, les habitants du bassin alésien utilisent même des pièces qui viennent de l'usine ou pas ? Vous pouvez trouver des disjoncteurs qui sont fabriqués à l'usine d'Alès, dans les habitations d'Alès, notamment dans le studio. D'accord. Et c'est à destination essentiellement, parce que nous on est surtout pour les marchés européens, donc une grosse volume, et c'est pour l'ensemble du marché européen. Et une partie qui va aussi sur des marchés, on va dire, américains. D'accord. Alors, Schneider est un groupe mondial. Est-ce que le site d'Alès a une spécificité et quelle est sa place exactement à l'échelle européenne ? Donc, le site a historiquement, on va dire, 3 spécificités. D'accord. Le premier, c'est que c'est un site à très forte valeur ajoutée. Oui. Donc, on a des moyens automatisés qui intègrent plusieurs étapes de fabrication, de la soudure, de la découpe. Mhm. La deuxième raison, c'est cette cadence d'automatisation. En complément des moyens de production, on a des lignes d'assemblage qui, elles aussi, sont à haute cadence. Et le troisième décline finalement des deux premiers, c'est une expertise métier qui s'est construite avec le temps pour pouvoir gérer ces moyens de fabrication très fortement automatisés. Pour autant, cet élément différenciant commence à perdre, j'allais dire, de l'impact avec le temps, puisqu'on puisqu'on est aujourd'hui en Europe, il y a 3 sites industriels pour Schneider Electric qui fabriquent ce type de disjoncteur. Donc un site sur Alès, un site en Hongrie et un site en Bulgarie.
Et l'objet, donc, on se répartit la capacité de production sur l'ensemble de ces 3 sites. Donc Alès dispose aujourd'hui, fait 40 millions de pôles ou de disjoncteurs par an et environ 280 millions de composants. D'accord, ouais, c'est énorme. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément sur la partie différenciation. Et sur le deuxième, on s'attache quand même à garder aussi un ancrage, j'allais dire, territorial. C'est-à-dire on s'appuie sur des ressources locales. D'accord. Et on a l'ambition d'avoir une exposition ou un impact européen minimum, sinon mondial, puisqu'on a également encore 2 gammes de produits qui sont faites exclusivement sur Alès et qui servent le marché nord-américain pour des questions de certification et de performance technique. Et encore une gamme qu'on appelle DPN, qui est principalement européenne et française. D'accord. Alors j'imagine qu'une telle usine, ça demande beaucoup d'organisation. Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors, j'allais dire la valeur pour Schneider Electric, c'est la compétitivité du site par rapport à ses usines sœurs en Hongrie et en Bulgarie. Oui. Pour nos clients, par contre, c'est le taux de service. Assurer un taux de service alors que l'on a une variation de demande très difficilement planifiable, alors qu'on a également un taux de service ou un taux de continuité de service dans l'usine qui est continu, c'est-à-dire l'usine elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça demande effectivement une organisation industrielle, une organisation logistique des plus fines. Donc ça passe par des flux qui sont planifiés, digitalisés et suivis au quotidien. Planifier, ça veut dire on commence par se baser sur le besoin client, et puis après on va décliner ce besoin client pour diffuser à nos fournisseurs et à nos partenaires les volumes associés. Digitaliser, ça veut dire l'intégralité des flux sont suivis, sont informatisés, oui. Ce qui permet à des équipes, j'allais dire réduites, et là aussi très formées à l'utilisation de ces outils-là, de pouvoir anticiper, planifier, ajuster et finalement brasser des quantités d'informations considérables. Mmh. Et finalement suivi au quotidien, puisque il se passe des choses. Hein, oui. Ce qu'on planifie ne se réalise jamais vraiment comme c'est prévu. Et du coup, il faut pouvoir ajuster. Et c'est cette capacité-là, finalement, de traiter en standard, j'allais dire 80% du flux, ça nous permet ensuite d'être agile sur les spécificités clients lorsqu'ils peuvent arriver. Tout n'est pas spécifique. D'accord. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que le contexte actuel, notamment international, soit très favorable à l'industrie. Comment est-ce que le site Schneider Electric d'Alès fait pour un petit peu s'adapter? Alors, on a 2 éléments d'adaptation. En tout cas, c'est les 2 que je vois en tête. Le premier, c'est ce que j'appelle cette planification. On donne de la visibilité à nos fournisseurs, à nos clients au maximum sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. La logistique, par définition, c'est un travail d'arbitrage entre les besoins clients, les capacités industrielles, les organisations de production. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est finalement la capacité d'anticiper, mais également de gérer des composants à stock pour pouvoir s'adapter, même à ce qui n'est pas forcément planifié. Alors, il y a un projet d'agrandissement du site en ce moment qui est en cours. Pourquoi est-ce que le site d'Alès a-t-il besoin davantage d'espace? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Ouais. Alors ça, c'est un projet qui personnellement me tient à cœur. Donc on a effectivement, l'usine d'Alès, c'est 300 personnes, 15 000 mètres carrés, et on va effectivement rajouter un entrepôt de 2000 mètres carrés. D'accord. Ça répond effectivement à des enjeux industriels et logistiques. Le premier enjeu, c'est l'augmentation ou l'amélioration de notre sécurité finalement au travail et des conditions de travail. On veut complètement désolidariser, j'allais dire, les piétons et les engins de manutention. Oui. Donc, ajouter des espaces de stockage nous permettra de séparer nos flux et par conséquent, du coup, d'améliorer la sécurité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la performance logistique et industrielle. Si on gagne, ou lorsqu'on aura gagné ces mètres carrés supplémentaires, ça nous donnera la flexibilité pour réagencer notre outil de production et optimiser l'implantation industrielle, les déplacements de chaque collaborateur dans le lieu de travail. Et le troisième levier, j'allais dire, c'est un peu le pari sur l'avenir. On se met, comment le formuler, on se met en position d'éligibilité pour avoir du volume supplémentaire. Nous avons les bras, la compétence technique, on a les composants. On présentera à notre management aussi des mètres carrés disponibles
pour être éligible à des augmentations de croissance, d'autres volumes. Donc ça rend aussi le site d'Alès plus compétitif dans Schneider Electric, dans le groupe. Voilà, ça ancre sa pérennité industrielle sur un temps moyen. Oui. D'accord. Alors l'industrie et l'écologie ont longtemps été en opposition, ou en tout cas opposées. Pourtant, il me semble que le site Schneider Electric d'Alès est très engagé sur la réduction de son empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on parle essentiellement là d'énergie. Et en fait, il y a 2 critères depuis, on va dire, une dizaine d'années chez Schneider, qui est un leader dans la décarbonation et l'efficience énergétique. Premier objectif, c'était d'avoir un outil industriel le plus décarboné possible. Le site d'Alès a été un des premiers en Europe et au monde à être 100% décarboné. Oui. Du fait aussi des process qui utilisaient peu du gaz ou du fioul, des choses comme ça. Et le deuxième objectif, qui est au moins autant important, c'est de faire de l'efficience énergétique. C'est-à-dire que pour produire la même quantité, utiliser moins d'énergie. D'accord. Depuis, on dirait, une dizaine d'années, l'objectif était que chaque usine fasse une efficience énergétique de 2% par an. Sur les 5 dernières années, le site d'Alès a fait 16% d'efficience énergétique. Et le troisième critère qui a été rajouté, c'était essayer de produire de l'électricité et de l'autoconsommer. C'est pour ça que sur le site d'Alès, il a été installé des ombrières pour produire de l'électricité. On est sur la deuxième phase qui a été finalisée et ça va nous permettre de produire et de consommer 25% de l'ensemble de l'électricité que l'on consomme. Donc à peu près 2 gigawatts par an. Est-ce que c'est un modèle que vous souhaitez porter aussi dans l'industrie ? Une des vocations de Schneider, justement, est de faire de l'efficience et d'aider ses clients à faire de l'efficience énergétique. D'accord. Donc il y a des outils et des produits qui permettent de faire de l'efficience énergétique, qui permettent de suivre la consommation au quotidien et à l'heure, avec des alertes si jamais il y a une dérive, pour qu'on puisse réagir très vite. Et alors, outre ce projet de travaux d'agrandissement, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours pour le site d'Alès ? Sur un site comme Alès, qui est un site très industriel et très automatisé, notre vocation est aussi d'anticiper les futurs besoins. Donc on a toujours des projets industriels pour le futur, parce que comme on est très automatisé, la moindre machine ou ligne de fabrication qu'on lance, ça prend 2 ans de fabrication. Donc nous devons anticiper les futures demandes à 2 ou 3 ans pour être prêts avant que la demande arrive. D'accord. Donc, comme François disait au début, dans la logistique, il y a des prévisions, et ça commence par les prévisions clients. Donc, il y a les prévisions, on va dire, plus ou moins court terme, et les prévisions moyen terme. Donc, dans les prévisions moyen terme, c'est ça qui nous permet d'anticiper les besoins industriels le mieux que l'on peut, et de pouvoir, après, discuter avec le management pour mettre en place les solutions industrielles correspondant à ce qui va arriver dans 2-3 ans. Sur l'année 2026, donc en plus de ce nouveau magasin, nous accueillons 2 nouvelles machines sur un parc de 25 machines déjà en place. D'accord. Pour compléter une montée en cadence. Super. Voilà. Et merci beaucoup à tous les deux d'être venus et d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voici tout de suite le récap de l'actualité en images. Ce lundi 11 mai avait lieu la 5e réception des internes en médecine de la ville d'Alès. Un moment désormais incontournable pour accueillir les jeunes médecins qui rejoignent le centre hospitalier et la ville pour leur stage. Reçus dans la salle des États du Languedoc, en présence d'élus, médecins et responsables hospitaliers, la nouvelle promotion s'est vue énumérer les avantages d'un territoire à taille humaine où la proximité permet de travailler étroitement entre hôpital et médecine de ville.
Un moment convivial qui a également permis au maire Christophe Rivinc de rappeler l'importance de la collaboration entre tous les acteurs de santé du territoire, mais aussi des initiatives comme les États généraux de la santé, initiés en 2023. Une réception qui s'est conclue par la projection d'un film de présentation de la ville et du territoire cévenol. Après avoir accueilli pas moins de 8000 visiteurs en un mois, la boutique Feria devient un point info-tourisme. Mardi 19 mai, presse, élus et acteurs du tourisme étaient conviés par Christophe Rivinc pour découvrir le nouveau visage de la boutique, située à l'angle de la rue Saint-Vincent et de la rue Botteville. Toujours dans une volonté de booster l'attractivité du cœur de ville, l'enseigne propose jusqu'au 31 août de nombreux articles souvenirs en lien avec la ville et le territoire. L'occasion notamment de mettre en avant des producteurs locaux. L'autre particularité de cette boutique, c'est son rôle de bureau d'information touristique. Si l'office de tourisme reste basé sur la place de l'hôtel de ville, des agents seront présents dans la boutique pour aiguiller et renseigner les touristes sur les sites et activités à ne pas manquer sur le territoire. Niché au cœur du quartier du Rieux et très apprécié des riverains et des familles, le parc Mestre abritait déjà 2 modules de jeux pour les enfants et un grand terrain de pétanque. Mais depuis le 27 mai, cet espace aménagé sur l'ancienne propriété Mestre compte une nouvelle aire de jeu adaptée, spécialement conçue pour les enfants en situation de handicap. L'inauguration a été faite par Christophe Rivinc, maire d'Alès, accompagné de Marie-Christine Péric, conseillère municipale déléguée au pôle environnement urbain. Un équipement qui s'accompagne également d'une table de ping-pong et de nouveaux bancs pour un investissement de près de 35 000 € de la part de la municipalité. Quelques jours après leur dernier match de la saison, remporté face à Marseille 2, les joueurs de l'OAC, mais aussi les membres du staff et les dirigeants, étaient conviés à l'hôtel de ville d'Alès pour une réception en leur honneur. L'occasion de revenir sur un bel exercice 2025-2026 qui a vu les Alésiens terminer à la 3e place de la poule H de National 3, à 2 points seulement du leader Lyon-la-Duchère. Après une saison marquée par une belle série de victoires, mais aussi une sanction de 8 points qui a finalement coûté cher, les regards sont déjà tournés vers la saison 2026-2027. Avec l'officialisation de la Ligue 3 et la transformation de la National 2 en National 1, ainsi que de la National 3 en National 2, l'objectif a donc été lancé d'une seule et même voie, monter en National 1 la saison prochaine. Le champion de France de MMA G-Fight en catégorie U20 est grand alésien. Il s'appelle Lohan Durandais et a seulement 17 ans. Il vit à Saint-Julien-les-Rosiers. Nous l'avons rencontré lors d'un de ses entraînements au club Alès MMA pour une interview. C'est le talent d'ici de ce mois de juin. Il est grand alésien et champion de France de MMA G-Fight en catégorie U20. Lohan Durandais n'a que 17 ans. Originaire de Saint-Julien-les-Rosiers, il pratique le MMA depuis maintenant 5 ans. Un sport encore méconnu, parfois victime de clichés, mais dont le jeune combattant aime justement parler et expliquer les valeurs. Du coup, le MMA, c'est un mélange en fait, de plusieurs arts martiaux, la boxe, la lutte et le sol. Et cette variété de sports de combat m'intéresse vraiment. Et puis il y a plein de choses à apprendre, la discipline, les connaissances, tout ça, c'est vraiment que du positif. Ça se déroule du coup dans une cage et souvent les gens ont une mauvaise image, on va dire, de ce sport parce que avec les petits gants, sans protéger bien, ça peut paraître, on va dire, un sport violent. Mais honnêtement, quand on y est, c'est pas du tout ça. Même à l'entraînement, entre les coéquipiers et tout, il y a vraiment une discipline. C'est vraiment, on va dire, une deuxième famille. Il y a assez de règles qui sont là. Les médecins sont là, ils font attention, les arbitres aussi, donc les coachs aussi, mine de rien, ils ont un rôle important, puisqu'ils ne font pas n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font. Donc il y a beaucoup quand même de sécurité, mine de rien. Après, comme dans tous les sports, il y a des blessures, des dangers, mais c'est pas ce que l'on imagine. Si Lohan est en classe de terminale au lycée La Salle à Alès, le MMA tient une place centrale dans son quotidien. Mes semaines d'entraînement sont chargées, étant donné, comme je dis, je suis encore à l'école. Du coup, c'est assez chargé, c'est-à-dire que j'ai un seul jour de repos par semaine. Donc je combine le MMA, tous les cours de grappe, de MMA, de boxe la semaine. Et en parallèle de ça, j'essaie d'associer des cours de prépa physique. Donc je vais à la salle, je fais de la course et tout ça, mais je m'entraîne 6 jours sur 7, donc même le week-end. Et voilà, et pendant les vacances surtout, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc c'est assez conséquent. Obtenu en janvier, son titre de champion de France vient récompenser des années d'entraînement et de sacrifices. Franchement, honnêtement, je suis content. Parce qu'à mon âge, il n'y a pas tout le monde qui est, on va dire, autant discipliné. Du coup, je suis assez content parce qu'on voit que le travail en dehors des cours paye. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une petite récompense avec tout le travail fourni. Mais derrière les victoires, le jeune combattant garde aussi un regard lucide sur ses qualités et sur les aspects qu'il veut encore améliorer. Alors, ma plus grande force, là, je commencerai par la discipline, c'est le plus important. C'est ce qui m'a conduit jusqu'ici d'ailleurs.
Donc j'ai commencé moi par beaucoup de sol, comme a dit mon coach, par le grappling on appelle ça. J'ai commencé par ça tout d'abord et ensuite j'ai commencé à ajouter ma boxe avec, ce qui a rendu du coup mon niveau on va dire dans le MMA. Et du coup ma plus grande faiblesse, je dirais le plus dur c'est je pense le mental encore. C'est-à-dire de rentrer dans la cage et tout ça, même si je le fais avec plaisir, j'aime ce que je fais, j'y vais. Mais ça reste toujours mon frein, on va dire, dans mes résultats parce que, par exemple, je performe plus à l'entraînement qu'en combat. Après, c'est mon avis personnel. Comme beaucoup de combattants, Lohan doit aussi apprendre à gérer la pression des compétitions. Le premier facteur, on va dire, c'est la peur, hein, évidemment. C'est une compétition, c'est face à quelqu'un d'autre. Puis on remet tout en doute au final, on remet en doute tout l'entraînement qu'on a fourni derrière, plein de choses qui sont remises en doute sur le niveau, sur les compétences, sur ce qu'on va faire. Voilà, c'est beaucoup de stress et de peur, on va dire. Déjà champion de France à seulement 17 ans, Lohan voit désormais plus loin et rêve d'une carrière professionnelle. Dans mes objectifs, j'aimerais bien déjà rester invaincu sur Tapologie, sachant que normalement ça commence qu'à partir de 18 ans, mais du coup j'ai réussi à avoir un beau petit palmarès sur Tapologie. Donc j'aimerais continuer à être invaincu. Ça, j'aimerais après continuer à participer au championnat du monde en MMA. J'aimerais bien finir du coup professionnel en MMA, donc pas coach, mais vraiment en tant que combattant, ce serait vraiment un plaisir et je travaille pour, donc c'est l'objectif principal. On vous emmène maintenant à la Bambouseraie, ce lieu unique et emblématique de notre territoire et classé monument historique. Création du jardin, entretien des bambous ou même défi avec notre chroniqueur. Voici le nouvel épisode de la rubrique Made in Seven. Aujourd'hui, j'apprends à construire une cabane en bambou avec la technique de tressage dans le nouvel épisode de Made in Seven. Bien plus qu'une attraction, c'est la promesse d'un voyage aux quatre coins de la planète. Située aux portes des Cévennes, la Bambouseraie en Cévennes est assurément l'un des jardins les plus exotiques de France. Un site né en 1856 de l'esprit d'Eugène Mazel, grand passionné d'horticulture, qui commença l'acclimatation de plantes exotiques importées d'Amérique du Nord, des contrées himalayennes ou du Japon, à commencer par le symbole de ce lieu, le fameux bambou. Le climat du sud de la France étant favorable au bambou, il permet à Eugène Mazel d'en acclimater plusieurs espèces dans sa Bambouseraie. 170 ans plus tard, les propriétaires ont changé, le parc s'est agrandi et est devenu l'un des sites touristiques les plus importants d'Alès Agglomération. Responsable des guides à la Bambouseraie, Lola Scotto Daniello propose des visites guidées pour tous les publics durant la saison. L'occasion pour elle de transmettre l'histoire de ce patrimoine botanique d'exception, de mettre en valeur l'ensemble de la biodiversité du parc, ainsi que sa gestion écologique. Sans oublier cette impressionnante collection de bambous. Bonjour Lola. Oui, bonjour. Alors nous sommes là dans l'allée des séquoias à la Bambouseraie et pourtant celui qu'on remarque parce qu'il est un peu présent partout, c'est le bambou. La première question, c'est pourquoi avoir choisi de cultiver le bambou ici aux portes des Cévennes? Alors Monsieur Mazel, le créateur de ce parc, c'est un enfant de la région, il est né à 300 mètres de là où nous sommes, donc il connaissait la qualité du climat, il connaissait également la qualité du sol. Bon, par contre, pour les plantes, c'était un peu un heureux hasard parce que lui, il n'a jamais voyagé. Il obtenait les plantes grâce à la route de la soie qui arrivait dans le sud des Cévennes. Et justement, c'est là qu'il s'approvisionnait en plantes. Et sûrement, c'est à partir de là qu'il a découvert le bambou. Et surtout, il a réalisé qu'il y avait une grande diversité à partir de celui-ci, plein de variétés, et qu'il arrivait très bien à s'acclimater ici, comme on peut le remarquer. Et donc, combien aujourd'hui de variétés de bambou on peut trouver ici à la Bambouseraie? On trouve 220 variétés de bambou. Oui, et la collection, évidemment, ça a grandi au fur et à mesure du temps. Mais quand même, pour la petite anecdote, il existe 1600 variétés de bambou dans le monde. Même s'il ne vient pas d'Europe, le bambou s'y est très bien acclimaté, et ce, en 2 siècles. Aujourd'hui, il pousse tellement bien qu'il peut atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur. Une performance d'autant plus significative que ces bambous ne demandent presque pas d'entretien. Alors maintenant, pour élargir, soit on peut faire appel à des collectionneurs, soit on peut prendre dans un autre jardin botanique. Donc généralement, la plantation, elle se fait ici en automne. On a déjà préparé l'espace, on a bien délimité pour la nouvelle variété. On y dépose du broyat pour enrichir la terre.
garder justement l'humidité et selon son emplacement. Après, évidemment, on fait un petit entretien, une surveillance pendant au minimum les 2 premières années. On a la chance d'avoir un sol qui est quand même assez riche. Donc même l'été, quand on supporte des grandes périodes de canicule, les jardiniers ne sont pas obligés d'arroser les bambous. Eux attendent simplement que la pluie tombe. Donc c'est vrai que c'est une plante quand même très très intéressante pour l'avenir. Même à l'inverse, elle peut descendre à moins 20, moins 30 degrés selon les variétés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le bambou n'est ni un arbre, ni un arbuste, mais bel et bien une herbe. Et pour mieux comprendre ses secrets de croissance, il faut à nouveau se tourner vers Lola. Ces secrets de rapidité, on les découvre à l'intérieur. Donc le bambou, il a des nœuds qui sont pleins pour sa solidité et il est majoritairement également composé d'entre-nœuds qui sont creux pour sa flexibilité. Comme on peut bien le voir, il supporte bien les bourrasques de vent. Donc en fait, son secret, c'est que tous ces nœuds et ces entre-nœuds, eh bien, ils sont déjà présents sous terre dans le bourgeon, ils sont empilés et compressés, et donc le bambou, pour sortir, il a simplement à se déplier sur lui-même, un peu comme une antenne de radio télescopique. Si certains le voient comme une plante d'agrément aux vertus apaisantes, le bambou, ou plus particulièrement la pousse du bambou, est également comestible. Mais ce ne sont pas les seuls usages que l'on peut faire de cette plante spectaculaire. Déjà, lui, il est pratiquement inépuisable, il se reproduit par lui-même, donc on peut facilement l'utiliser. Il a une grande force, mais en même temps également de la souplesse pour pouvoir être utilisé en matériaux. On le voit bien, par exemple, avec cette magnifique maison typique laotienne, mais également d'autres vertus, oui. On peut rajouter 4 à 5 fois plus d'oxygène, si on le compare à un hectare, par exemple. On peut l'utiliser en textile lorsqu'il est travaillé, on peut l'utiliser en petit mobilier, on peut également l'utiliser pour retenir des berges grâce à ces tiges souterraines. Maintenant qu'on a quand même bien parlé du bambou, ça va être à votre tour peut-être de le manipuler un petit peu. Allez. On vous a préparé un défi. Je vous propose de me suivre. C'est parti. Guide en saison, Johan change de casquette pendant la période hivernale en travaillant aux côtés des jardiniers. Parmi ses missions, l'entretien des cabanes dans le village laotien de la Bambouseraie. Alors aujourd'hui, tu as vu les cabanes? Ouais. Et je te propose d'apprendre la base justement du travail du bambou. Ok, ouais, j'ai eu peur que tu me dises je t'apprends à faire une cabane. Ça c'est la deuxième étape. Ce sera la prochaine, ok. Et là en fait on va bosser avec une étoile. C'est cet outil en fait qui va me permettre à partir de bambou entier de repartir avec des lamelles. Voilà, là faut faire attention aux yeux, au visage. Ouais. Maintenant, j'ai plus qu'à faire propre à l'aide de la machette. Donc on met l'étoile au-dessus, c'est ça? Voilà, on va poser l'étoile, hop, bien la placer, à peu près centrée. On est pas mal là. Ok. Hop, vas-y, je te laisse taper dessus 2-3 fois. Voilà, nickel. Encore un petit coup. Voilà, parfait. Lève et hop, tu retapes. Ouais. Vas-y, vas-y. Et voilà, super. Maintenant qu'on a nos lamelles, je te propose de commencer ton tressage. Ouais. Donc sur le même principe, une fois dessus, dessous, dessus, dessous. D'accord. Et de faire remonter jusqu'en haut. Donc là, par exemple, celle-là va en dessous. Parfait. Donc au milieu, au-dessus. Voilà. Et encore en dessous. Tu as appris maintenant, tu peux travailler le bambou. Et en plus, c'est super parce que ça, j'en ai besoin cet après-midi. Ça va aller sur une des cabanes du Laos pour remplacer un volet. Donc en tout cas, merci, tu m'as avancé dans le boulot. C'est gentil. Merci à toi. Puis l'an prochain, tu viens avec moi et on fait une cabane? On fait une cabane l'année prochaine, ça marche. Avec ses 14 hectares végétalisés, où se côtoient plusieurs zones thématiques comme un village laotien, une vallée du dragon ou encore un labyrinthe, la Bambouseraie est le fruit de 170 ans de travail et d'amour des plantes. Un anniversaire qui s'annonce par ailleurs spécial, avec une programmation particulièrement riche tout au long de l'été, et qui, comme le bambou, est un beau symbole de longévité et de force. Merci à toi d'être venu, bravo d'avoir relevé notre défi. Vous avez découvert un petit peu le bambou, on a fait un petit passage dans le village laotien, mais la Bambouseraie évidemment... C'est bien plus grand. Exactement, surtout en l'hommage de ses 170 ans. Il faut venir célébrer, on a plein d'animations, d'ateliers, des nocturnes avec des sons et lumières et des conférences notamment avec notre parrain Yann Arthus Bertrand.
Tout un programme. Merci beaucoup en tout cas. Envie de sortir pour profiter du soleil? Eh bien, c'est l'heure de la rubrique Agenda. Salut Alex. Salut Laura. Alors, il y a plusieurs temps forts au mois de juin, mais je crois que tu vas commencer par nous parler de 2 festivals assez importants. Oui, on commence cette année avec le Salon du Livre ou Passeur de Livres qui s'installe au bord du Gardon cette année exceptionnellement à cause des travaux du cratère. Oui. Mais pas de panique, il y aura une centaine d'auteurs et de maisons d'édition pour cette nouvelle édition du 4 au 6 juin. L'occasion d'y croiser quelques personnalités comme Lionel Astier, Jean-Michel Apathy, Laure de Chantal ou encore Jean Lebrun. Donc en plus de toutes ces rencontres et dédicaces, cette 5e édition dont le thème est Difficile Liberté, eh bien cette édition, ce sera l'occasion d'assister à des conférences, des échanges, sans oublier la grande dictée jeudi 4 juin dans les arènes du Tempéras. Autre rendez-vous incontournable et aussi culturel, c'est In Circus, le festival consacré aux arts des spectacles de rue, et un spectacle d'autant plus important cette année que c'est les 10 ans du festival, donc toujours dans le quartier de Rochebelle. Au total, il y aura 15 compagnies, 10 représentations, 5 maquettes de compagnies émergentes, 20 ateliers, 25 structures mobilisées et bien sûr des rencontres entre professionnels du cirque. Alors je t'ai sélectionné quelques temps forts pour cette édition qui sera du 11 au 13 juin. Il y aura la grande soirée d'inauguration avec 8 acrobates et danseurs pour une avant-première du spectacle qui s'appelle Les Petites Épopées. Il y aura aussi une déambulation nocturne dans le parc du musée Pierre-André Benoît. À ne pas manquer également un spectacle d'improvisation le vendredi 12 juin ou encore des ateliers, des animations pour petits et grands le samedi 13. Et puis je termine pour cette 10e édition avec une grande première à Alès, c'est une revisite du bal traditionnel. Eh bien super, et puis au mois de juin, on a également la fête de la musique. Oui, et pour cela, je t'ai sélectionné encore une fois 5 rendez-vous sur l'agglomération. On part d'abord à Saint-Privat-des-Vieux pour une grande soirée festive le 19 juin, animée par un groupe que l'on a reçu ici, Fury Road. Oui, bien sûr. À Vézénob, toujours le 19 juin, il y aura une soirée animée par le duet Poulet Gumbo, puis par Éclat & Guest, qui promet de rassembler un peu toutes les générations. On part ensuite à Saint-Florent-sur-Ozonnais le 20 juin pour sur scène le duo Les Petits Galets. C'est un groupe de chansons françaises qui sillonne les routes depuis plus de 15 ans. À la Vernared, la soirée du 20 juin sera animée par le duo Get Up. Et puis on l'a également reçu dans cette émission, Lydia Moreno, qui là sera présente à Saint-Hilaire-de-Bretmas le 21 juin pour interpréter un répertoire de variétés françaises. Super. Et puisqu'on parle de fête de la musique, évidemment elle sera fêtée à Alès et tu en as parlé tout à l'heure, c'est Estivales aussi, tout cet été. Donc tu le sais, c'est un rassemblement de plusieurs spectacles et animations, en plus des traditionnels 14 juillet et 15 août. Il y aura par exemple le grand retour d'Alès Plage du 18 juin au 30 août pour profiter d'une plage de 800 mètres carrés entre le Pont-Neuf et le Pont-Vieux. Il y aura le retour du petit train touristique pour découvrir les lieux emblématiques d'Alès. D'autres rendez-vous un peu pêle-mêle, on a la 27e édition de Cratère Surface, le festival dédié aux arts des spectacles de rue, qui se tiendra cette fois du 2 au 4 juillet et qui mettra cette année le Pays Basque à l'honneur. On aura le concert des Fous Chantants le 31 juillet et le 1er août. Cette année, pour rappel, c'est un double hommage à Soprano et Charles Aznavour. Oui. Il y aura la Nuit des Étoiles le 14 août au pôle culturel et scientifique de Rochebelle. Je pourrais également vous parler du challenge de l'humour, du final du Grand Prix de la chanson française ou encore d'Entreville. Bref, tu l'auras compris, l'été s'annonce une fois de plus bien chargé à Alès. Tous ces événements et bien d'autres sont à retrouver dans le journal de juin d'Alès Aglo et sur alès.fr dans la rubrique Agenda. Comme d'habitude, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de nous adresser vos idées de sujets sur l'émission @alessaglo.fr. On se retrouvera le mardi 7 juillet pour une nouvelle émission et je vous souhaite de passer un très bon début d'été. Au revoir.